Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. À moins que vous habitiez dans une grotte, il est fort probable que vous vous soyez rendu compte que votre facture de gaz et ou d'électricité a flambé ces dernières semaines. Entre conflits en Ukraine et spéculation sur le marché des énergies, les tarifs ont fortement grimpé. C'est le cas aussi chez nous. Je vous avais fait une petite vidéo là-dessus à ce sujet il y a quelques temps. Aujourd'hui, je vous propose dans cette vidéo-là de vous partager les gestes que l'on fait au quotidien pour réduire notre facture d'énergie. Alors promis, on ne va pas parler d'éteindre la lumière en sortant, de couper le wifi quand on n'est pas là le week-end ou de mettre un couvercle sur les casseroles. Ça, on le fait, il n'y a pas de souci. Par contre, ce sont des petits gestes, je veux dire, qui sont rentrés dans les mœurs depuis très longtemps. Aujourd'hui, je vous propose d'échanger, de vous partager les gestes que l'on fait au quotidien et qui changent en fait des gestes classiques qui sont prônés par le gouvernement, par l'ADEME ou autres. Peu à peu, l'automne est en train de s'installer et les températures extérieures sont en train de baisser. Alors, on a dit qu'on n'allait pas parler de gestes classiques de baisser la référence de votre chauffage dans la maison. Non, je vais vous parler d'autre chose. Vous vous êtes certainement rendu compte quand vous passez la main le long de la fenêtre, même si c'est du triple vitrage, et ben la température de la fenêtre, elle est plus faible que la température de votre mur. Ben oui, la fenêtre, même en triple vitrage, l'épaisseur elle est plus fine que les murs extérieurs de la maison et du coup ça fait une surface d'échange thermique entre votre intérieur douillet à 19 degrés maximum et l'extérieur où il peut faire très froid. Ce qu'on fait à la maison, c'est que finalement, on ferme les volets. En fait, dès qu'on arrive sur la période automnale hivernale, on ferme les volets et ça va venir ajouter une épaisseur supplémentaire, une isolation supplémentaire très intéressante, notamment quand il y a beaucoup de vent. Et en plus, de toute façon, il fait nuit de bonne heure, donc ça fait en plus un pare-vue, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, côté rue. Donc c'est le petit conseil pour ajouter une isolation supplémentaire. Si votre maison n'est pas équipée de volets, il existe des rideaux, alors je ne sais pas si on peut appeler ça des rideaux d'isolation thermique, mais des rideaux plutôt épais qui ont à peu près le même intérêt et qui peuvent être intéressants, quitte à les enlever, parce que souvent c'est des rideaux assez épais qui peuvent alourdir entre guillemets l'ambiance d'une pièce, donc quitte à les enlever au printemps une fois que la belle saison est revenue. C'est également la saison où on condamne les pièces où on ne va pas régulièrement, comme la chambre d'amis, le bureau. On ferme les portes de ces pièces-là et on baisse le radiateur de chacune de ces pièces au minimum. Ça permet de centraliser la chaleur dans les pièces à vivre et du coup de limiter le chauffage de pièces qui ne sont pas utiles au quotidien. En parlant de portes, est-ce que vous avez vérifié si vos portes à vous sont bien isolées ? Je ne parle pas forcément de la porte principale d'entrée qui donne dans l'extérieur, mais si vous avez des portes qui descendent par exemple à la cave ou qui montent au grenier, généralement ce sont des portes d'intérieur classiques comme des portes de chambre. Et si c'est comme chez nous, quand on a acheté la maison, on s'est rendu compte qu'il y avait un jour entre la porte, le bois de la porte et qui descendait à la cave. Donc en fait on avait un courant d'air froid perpétuel qui passait à ce niveau-là. Et ça, c'est des pertes de chaleur dont on ne se rend pas forcément compte, mais qui, mises bout à bout, peuvent représenter une belle facture d'électricité supplémentaire. Pour ça, on a tout simplement installé un bas-de-porte. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre les gros bas-de-porte en forme de coussin là qui se glissent et qui sont, à mon goût, pas très esthétiques, qui fonctionnent très bien, mais que je trouve pas très beau. Il existe pas mal d'alternatives. Chez nous, c'est juste un bas-de-porte qu'on a vissé avec des petits poils balais qui passent le balai aussi quand on ouvre la porte que c'est sale, mais qui bloque le courant d'air qui part qui part vers l'extérieur. On chauffe pas la cave, donc il n'y a aucun intérêt qu'il y ait des courants d'air à ce niveau-là. Vous vous êtes déjà sûrement rendu compte qu'on supporte mieux un bon froid sec qu'un froid plutôt humide, mais pas trop froid, tout simplement parce que l'humidité exacerbe les températures. C'est pareil, quand il fait très chaud, on supporte beaucoup mieux du très chaud, entre guillemets, sec, plutôt qu'un temps orageux. Dans la maison, c'est un petit peu la même chose. Si vous avez une maison qui est très humide, vous aurez beau chauffer, et en fait, vous serez toujours un peu frigorifié parce qu'il y a l'humidité permanente qui va venir vous refroidir. Si c'est le cas chez vous, je vous invite fortement à installer, il y a des bacs qui permettent d'absorber l'humidité de l'air, ça vous permettra de réduire un petit peu l'humidité de votre maison et d'avoir une sensation de chaleur plus confortable. En parlant d'eau, je vous invite à vérifier la température de votre chauffe-eau. 55 degrés, 60 degrés, c'est amplement suffisant pour limiter le développement des pathogènes. Et en plus, il y aura moins de calcaire qui va se déposer. Me revoilà après une petite pause technique liée à la caméra, c'est reparti.
Notre ballon d'eau chaude chauffe de façon programmable. On a donc identifié les moments clés de la journée où on a besoin d'eau chaude et on s'est rendu compte que nous, c'est essentiellement le soir parce que c'est le soir où on prend notre douche par exemple. Du coup, plutôt que de lancer la chauffe de ce ballon matin, midi et soir, on le chauffe uniquement le soir pour éviter de gaspiller de l'énergie pour chauffer de l'eau qu'on n'utilisera pas au cours de la journée. Il arrive parfois qu'on ait de la vaisselle assez grasse, par exemple, à faire le midi et pour laquelle on a besoin d'eau chaude. Et ben dans ce cas-là, pas de stress, on la laisse dans l'évier et on attend le soir que l'eau soit chaude pour faire notre vaisselle. Pour rester dans la thématique de l'eau, par exemple, quand on fait bouillir de l'eau pour le thé ou quand on fait bouillir de l'eau pour faire cuire des pâtes ou du riz, on vise la plus juste quantité d'eau dont on a besoin. Ça permet d'une part d'éviter de faire chauffer de l'eau pour lequel on n'aura pas d'utilité une nouvelle fois. Et en plus, gros avantage, on gagne du temps sur la durée d'ébullition, vu comme il y a moins de volume à faire chauffer. Moi, je suis une grosse buveuse de thé et je travaille très souvent à la maison. Donc plutôt que de faire chauffer 3 fois du thé, par exemple, dans la journée, je me prépare le matin un grand volume d'eau chaude et de thé, du coup, que je verse tout simplement dans un thermos. Ça permet de me servir tout au long de la journée, d'avoir une boisson toujours chaude, tout en évitant de relancer du chauffage à chaque fois. Enfin, un dernier conseil concernant l'eau du robinet, notamment si vous avez une chaudière, un ballon d'eau chaude qui chauffe à la demande, je vous conseille à chaque fois que vous utilisez le robinet de prendre le réflexe de mettre le mitigeur vers l'eau froide. Ça évitera la prochaine fois que vous repasserez devant le robinet ou qu'un de vos proches utilisera le robinet d'allumer au niveau de l'eau chaude et de déclencher le système de pompe pour faire remonter l'eau chaude jusqu'au robinet ou de déclencher le chauffage de l'eau si finalement c'est de l'eau froide. Quand vous regardez sur une journée complète, on utilise quand même de façon plus régulière l'eau froide des robinets que l'eau chaude, donc prenez ce petit réflexe tout simple à avoir. Niveau plus des économies d'énergie, on a éteint le frigo. Comme tous les ans, on vit 5 à 6 mois de l'année sans frigo. J'étais persuadée de vous avoir fait une vidéo là-dessus l'année dernière. Impossible de remettre la main dessus, donc je pense que j'ai dû la rêver. Donc si ça peut vous intéresser comme thème, comment vivre la moitié de l'année sans frigo, n'hésitez pas à me le faire savoir et je me ferai un grand plaisir de vous la filmer. Dans la cuisine, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire au quotidien pour réduire les consommations d'énergie. Si vous appréciez beaucoup cuisiner et notamment des plats à cuisson longue parce que c'est l'hiver et c'est toujours super réconfortant de sortir un mijoté du four ou des choses comme ça, dans ce cas, ce qu'on fait à la maison, pour gagner du temps et pour gagner de l'énergie de la facture, mais aussi de l'énergie humaine, c'est qu'on va faire des grosses quantités. Donc au lieu de faire 3 fois dans la semaine un plat qui va cuire 1h30, on fait un gros plat qui va cuire une seule fois 1h30, qu'on aura juste besoin de réchauffer au fur et à mesure de nos besoins au quotidien. Quand on se sert du four, j'essaye au maximum d'optimiser les recettes à faire le jour même avec le four. Donc par exemple, si je fais cuire un gratin à 180 degrés, je vais prévoir en même temps une tarte ou une quiche. Pendant la durée de préchauffage à chaque fois qui dure selon les fours entre 10 minutes et une demi-heure selon les températures que vous allez viser, pendant ces durées de préchauffage là, généralement je vais essayer de prévoir par exemple des biscuits, des cookies ou des choses comme ça. Et une fois qu'on a sorti les gratins, les tartes, les quiches du four et qu'on éteint le four, il y a toujours une latence, on va dire, le temps que le four redescende à température ambiante, et ce moment-là, il est propice, si vous êtes fan de meringues, c'est à ce moment-là que vous pouvez faire des super meringues. Ça permet d'optimiser toutes les étapes de chauffe du four et du coup, pour les gourmands, c'est d'une pierre deux coups. Cet hiver, nous allons tenter une expérience. On a fabriqué une marmite norvégienne. On va tester ça dans les semaines à venir. Je vous retiendrai au courant, je vous présenterai tout le système. Si vous connaissez déjà, je suis preneuse de vos conseils. J'appréhende un petit peu la première cuisson, mais affaire à suivre là-dessus, je vous tiendrai au courant. L'idée, pour schématiser pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'en fait, si vous avez un plat par exemple qui cuit 1h30 habituellement au four ou sur la plaque de cuisson dans une grosse cocotte, la marmite norvégienne, ça vous permet de chauffer, vous chauffez seulement une demi-heure avec l'énergie classique de votre four ou de votre plaque de cuisson. Vous mettez votre plat dans la marmite norvégienne qui est super bien isolée. Et l'idée, c'est qu'en fait, ça va, pendant l'heure qui reste, ça va cuire tout seul avec l'inertie thermique que le plat peut avoir. On va tester, affaire à suivre.
Le dernier conseil, alors c'est plutôt une astuce plutôt qu'un conseil, c'est en fait l'exemple, c'est que je travaille très souvent à la maison et on chauffe pas énormément, il fait 17-18 degrés grand max dans la maison, donc quand on bouge pas, on va vite à se refroidir. Quand je sens que je commence à avoir froid, ce que je fais, c'est que je mets un manteau, des chaussures, pas pour rester dans la maison, non, pour sortir dehors. Vous vous rendrez vite compte, déjà vous allez bouger, ça va vous faire prendre l'air, ça va vous faire une pause, c'est vraiment très très bien sur le côté, je vais dire psychologique et physique. Mais en plus, quand vous allez revenir dans la maison, une fois votre balade terminée, vous allez vous rendre compte, même s'il fait que 17-18, qu'il fait super super bon dans la maison. Ça fait un peu entre guillemets un choc thermique et ça vous réchauffe sans avoir eu à monter le thermostat du radiateur. Et je vais terminer sur une dernière piste. Je vous invite à vous renseigner auprès de votre mairie si vous avez une cheminée ou un poêle à bois. Il y a beaucoup de communes qui proposent des affouages. En fait, c'est des parcelles dans la forêt qui vous sont destinées, sur lesquelles vous allez pouvoir aller scier vous-même votre bois. Ça va vous permettre de faire votre bois de chauffage à moindre coût. Généralement, ça coûte vraiment pas très très cher. Et c'est super parce que d'une part, ça vous fait une nouvelle fois prendre l'air, ça vous fait faire du sport et ça vous permet de chauffer votre maison vraiment pas cher. De notre côté, le petit poêle à bois qu'on a installé, il nous sert aux périodes de transition en automne et printemps. Et en hiver, il nous vient vraiment en complément du chauffage central. Et puis, la chaleur finalement d'un poêle à bois ou d'une cheminée, c'est clairement pas la même que le chauffage central. Donc ça, c'est le petit conseil si vous avez une cheminée ou un poêle à bois dans votre maison. Cette fois-ci, c'est terminé. Voilà l'ensemble des gestes du quotidien qu'on a mis en place au fil du temps pour réduire notre facture de gaz et d'électricité. J'espère en avoir oublié aucun. Si vous avez d'autres choses que vous faites chez vous pour réduire tout ça, n'hésitez pas à nous les partager dans les discussions en bas. Je suis sûre que ça intéressera beaucoup de monde et moi la première. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper la prochaine. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Citrouille et Citron.